mesdames, bonjour messieurs. Eh bien, bienvenue au webinaire organisé par EISA, ayant pour objet central le rôle des collectivités locales dans l'accès à la santé du plus grand nombre, et notamment, en l'occurrence, des personnes en situation de fragilité, avec un exemple très concret et très intéressant qui a été conduit sur la ville de Strasbourg. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir plusieurs intervenants de qualité, donc notamment le docteur Alexandre Feltz, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, qui est médecin généraliste adjoint au maire de la ville de Strasbourg, chargé de la santé, voilà, donc avec plusieurs engagements militants très forts depuis 2008 auprès du conseil municipal de Strasbourg. Nous avons également Gauthier Weckerle, qui est directeur d'ITAC non mythique, pays natal de Ulysse, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est bien cela, Gauthier. Voilà, donc vous êtes à l'origine vous êtes un militant également de domaine associatif. Vous avez beaucoup travaillé avec Médecins du Monde, notamment. Et puis en Alsace, vous êtes rendu compte, sur la base de certains constats, notamment sur des toxicomanes, qu'il y avait des choses à faire, et vous avez agi très efficacement. Voilà. Donc, alors en ce qui me concerne, je suis Franck Drouin, un des associés du cabinet CAISA, qui est spécialisé dans la santé et la protection sociale en France et au plan international. Et je suis accompagné aujourd'hui de mon associé et ami Philippe Damy, ancien directeur général d'ARS, Centre Val-de-Loire, que j'ai connu quand il était directeur général de l'ARS de Guyane, qui a représenté la France auprès de l'OMS à Genève. Donc, très, très beau parcours, et je suis ravi que depuis 3 ans, nous travaillons ensemble. Et également Dorothée Debos et Deya Arenas, qui sont là, j'allais dire, dans l'ombre aujourd'hui, mais qui sont pleines de lumière d'ordinaire. Voilà. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure. L'objet central, c'est donc un témoignage concret de comment une collectivité locale s'est emparée de l'article 51, qui est un dispositif de financement tout à fait intéressant qui permet de démontrer à des fins de généralisation au plan national. Mais ça, nous allons en savoir plus grâce à Philippe Damy. Et puis d'avoir un certain nombre d'observations au regard des présentations qui nous seront faites. Voilà, le docteur Alexandre Feltz est parmi nous. Bonjour, docteur. Les collectivités n'ont pas de compétences obligatoires en santé, mais ils ont des compétences générales qui leur permettent de s'occuper des questions de santé. Et donc, c'est ce qu'a fait Strasbourg, c'est ce que font beaucoup de collectivités, c'est ce que fait notamment le réseau des villes santé, lié au réseau santé des villes santé de l'OMS. Donc, Strasbourg fait partie, mais d'autres collectivités. J'engage d'ailleurs les collectivités qui sont en démarche santé de se rapprocher de ce réseau, qui est très facilitant, autant techniquement que politiquement, pour mener à bien les projets de santé et pour aussi travailler sur les coordinations des acteurs. Donc, les villes n'ont pas de compétences santé obligatoires, mais elles ont cette compétence générale. Et donc, certaines villes se sont engagées sur les questions de santé aujourd'hui, avec des difficultés, bien sûr, de financement liées au fait qu'en France, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, par exemple au Danemark, où les villes ont les compétences d'éducation, de promotion à la santé et les moyens financiers qui vont avec. Strasbourg a une histoire un peu particulière, puisque liée à son histoire qu'on appelle bismarckienne, allemande de 1870 à 1918, qui s'est engagée très vite sur ce qu'on appelle l'hygiène et la santé. Et donc, Strasbourg a des compétences santé qu'ont pas d'autres villes. Par exemple, la santé scolaire, gérée de façon générale par l'éducation nationale, est gérée en régie par la ville de Strasbourg. La PMI, la protection maternelle infantile, comme les centres médico-sociaux qui sont gérés plutôt par les départements, le sont gérés par la ville de Strasbourg, lié à son histoire depuis les années 1900. Elle a un centre de santé dentaire. Elle a également un centre de vaccination et un centre pour les plus précaires. Donc, elle a des services qui travaillent autant dans la promotion de la santé, l'accueil des populations, que dans les projets à mettre en place sur les territoires. Les logiques financières sont éminemment complexes et donc ils sont le plus souvent dans les villes mis en place dans le cadre des contrats locaux de santé qui permettent de contractualiser avec l'État, notamment l'Agence régionale de santé, la préfecture, mais aussi les différents services de l'État ou les différents services hospitaliers ou libéraux qui agissent comme les caisses primaires d'assurance maladie sur les différents territoires. C'est comme ça
qui a été financé, le sport santé sur ordonnance, qui a été lancé à Strasbourg en 2012 et qui maintenant s'est développé dans d'autres villes. C'est un financement particulier, mais qui est lié au contrat local de santé, qui n'est pas un article 51, donc j'y arriverai tout à l'heure à cet article 51. C'est aussi comme ça qu'on s'engage dans les maisons urbaines de santé. On a 6 maisons urbaines de santé dans nos quartiers avec un investissement volontariste de notre ville, comme beaucoup de communes font, parce que même à Strasbourg, il y a aussi des déserts médicaux dans nos quartiers populaires. Et donc, tout à l'heure, c'est pour ça que je vais devoir vous quitter, on va lancer ce qu'on appelle l'ordonnance verte, c'est-à-dire que tous les médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes du territoire vont pouvoir prescrire des éco-conseillères en santé et des paniers bio circuits courts gratuits durant leur grossesse pour les protéger de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui aujourd'hui sont responsables d'anomalies fœtales, mais aussi d'anomalies des enfants à venir, le diabète, l'obésité, les troubles autistiques, les troubles du développement, les troubles de la fertilité, les perturbateurs étant la chimie qui nous entoure. Donc la ville est volontariste et c'est pour cela qu'elle a lancé la salle de consommation à moindre risque à Strasbourg, comme à Paris. Il n'y a aujourd'hui malheureusement que 2 salles dans cette innovation-là, sur des fonds qui sont dédiés. Gauthier Vécarlet vous parlera du montage plus technique tout à l'heure, qui sont des fonds dédiés. D'abord, c'était la CNAM, maintenant c'est la Direction générale de la santé. Et donc, on a tout de suite dans cette problématique qui sont des usagers de drogue, démunis à la rue, pointer que c'est bien de réduire les risques, qu'ils puissent injecter ou sniffer de façon moins risquée, attraper moins de maladies, être dans des accompagnements sanitaires, psychologiques et sociaux, et aussi diminuer les risques aussi sécuritaires autour des salles pour permettre une prise en charge de prévention aussi sur ces questions sécuritaires. On s'est tout de suite rendu compte que plus de la moitié des usagers de la salle de consommation à moindre risque de Strasbourg, comme d'ailleurs dans d'autres salles en France ou en Europe, n'avaient pas d'hébergement stable. Et donc, ils étaient soit à la rue, soit dans des squats, soit dans des hébergements très précaires. Et donc, on sait que pour entrer dans un dispositif de soins et d'insertion sociale, la question de l'hébergement est tout à fait centrale. Et donc, c'est pour cela qu'on a réfléchi très rapidement à comment faire un hébergement adossé à la salle de consommation. Et c'est là où on est rentré dans une complexité juridico-politique très compliquée, et c'est l'article 51 qui nous a permis de répondre à ça. Donc, je vais quand même donner quelques petits éléments de contexte politique et juridique pour que vous compreniez la complexité des choses et comment l'article 51 peut arriver à lever ces complexités. Donc, en France, il y a une loi qu'on appelle la loi de 1970, qui est donc une loi maintenant ancienne, mais qui régit la politique des drogues en France. Et elle dit clairement qu'il est interdit de consommer et interdit de posséder des drogues. Donc, les salles de conso sont déjà des dérogations à cette loi dans le cadre d'une expérimentation et sur un temps dédié. Mais, bien sûr, un hébergement est lui régi aussi par des règles, et donc il y a interdiction de consommer des produits, notamment d'ailleurs aussi l'alcool, mais aussi les drogues dites illégales. Donc on était là dans une complexité majeure, puisque le projet était de permettre à des usagers actifs de pouvoir aller plus avant et de pouvoir être hébergés et soignés, puisque c'est un lieu également de soins, tout en ayant encore une consommation active, puisque le fait de renoncer à l'utilisation de drogue n'est pas un critère d'hébergement, alors qu'il est ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que les toxicomanes sont exclus de beaucoup d'hébergements à cause de cette règle aussi, parce que des fois, ils sont accompagnés de chiens, et qu'il y a très peu de lieux qui accueillent des chiens. Donc, on accueille aussi des chiens. Donc, on a eu, et Gauthier Vécarlet vous le racontera, je pense avec beaucoup d'humour, à monter des dossiers avec l'Agence régionale de santé, la Direction générale de la santé, mais aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Donc, vous voyez là déjà les complexités quand on est à plusieurs ministères, pour arriver à voir comment avoir en France, avec une loi de 70, un lieu où on peut être hébergé, un lieu où on peut être soigné, mais aussi un lieu où on peut être utilisateur actif de drogue et donc consommer de façon sécurisée de la drogue dans une salle de consommation à moindre risque attenante.
ça n'existe pas, c'est de l'innovation pure. En Europe, il y a quelques exemples, mais c'est quand même très, très, très rare. Et donc, du coup, on était très embêtés de voir comment on pouvait financer du coup ces dispositifs complètement innovants. Et donc, c'est là où la Direction générale de la santé et l'ARS nous ont proposé de rentrer dans un article 51 qui permet une dérogation donc au cadre, à la loi, avec des préconisations, bien sûr, une évaluation, des financements qui vont avec. J'aimerais d'ailleurs rétropédaler un peu parce qu'il y a d'autres articles 51, notamment sur le sport santé sur ordonnance. Vous savez qu'aujourd'hui, le sport santé sur ordonnance est généralisé. C'est un médicament, l'activité physique qui permet de réduire les coûts, d'améliorer l'état de santé, diminuer les médicaments. Mais là aussi, on a des problèmes de financement, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, même à Strasbourg, même s'il y a maintenant des cofinancements. Et donc, on a des collègues qui s'appellent Azur Santé, notamment portés par l'ancien champion du monde Stéphane Diagana, qui, eux, font un article 51 sur le sport santé. C'est-à-dire qu'ils prennent une cohorte de patients et ils vont avoir des financements de l'assurance maladie pour évaluer l'efficacité en santé, mais aussi financière du dispositif pour permettre de les accompagner plus avant. Vous voyez, donc ça permet, l'article 51, d'un point de vue politique, de porter des actions novatrices qui ne permettraient pas, dans comment dire, le cadre actuel législatif et financier, d'être pris en charge et de pouvoir l'expérimenter, avoir des financements et une évaluation qui permet de stabiliser ou non les dispositifs. Alors, c'est bien sûr globalement positif. Vous verrez que les montages techniques nécessitent un peu d'expertise, mais on est aussi là, en tout cas Gauthier et les ARS sont là aussi pour vous accompagner autour de ces montages-là. Mais ça permet, quand on a des idées, là, c'est sur le sport santé, sur les salles de conso, mais ça peut être sur le vieillissement, ça peut être sur la santé environnementale, ça peut être sur l'accès aux soins ou l'accès aux droits. Une fois qu'on a cherché les modalités de financement qui n'existent pas ou que les structurations ne le permettent pas, d'aller plus avant dans ces dispositifs. Donc ça, c'est bien sûr le point positif. Les éléments moins positifs, si on fait un peu de politique, c'est que ça permet à l'État d'attendre, en fait, hein, c'est-à-dire de repousser la généralisation d'expérimentation. Voilà. Donc, on comprend aussi cette logique-là, mais en dehors de cet élément-là, ça permet quand même de pousser des actions qui ne trouveraient pas son cadre juridique ou financier dans le système commun et d'aller plus avant dans des types d'expérimentation, d'innovation sociale ou en santé dans ce cadre-là. Voilà. J'avais dit que je ferais un petit quart d'heure, donc j'ai fait un petit quart d'heure. Comme je vais être obligé de vous quitter, je suis à votre disposition pour quelques questions plus politiques et ensuite les autres intervenants vous aideront sur les dimensions plus techniques et de projets. Merci, docteur. Vous l'aurez compris, hein, vous avez été très impliqué sur le sport santé sur ordonnance, hein, depuis 2012. Vous êtes vraiment l'initiateur de ce dispositif et je crois qu'on peut vous en féliciter, même si ça prend un temps encore trop long, on le sait, hein, pour que ça arrive dans les paniers de remboursement de l'assurance maladie complètement. Mais bravo pour cette initiative. Je crois que la France est encore en retard sur la prévention et grâce à ce genre d'initiative, on progresse relativement de façon importante. Peut-être, avant que vous nous quittiez, de combien de financements on parle? Quel est l'ordre de grandeur des financements? Sans vous donner les montants Alors précis, ça, mais c'est l'ordre de Gauthier grandeur. Bécarlet qui va vous répondre. Là, vous êtes vraiment dans des questions techniques, donc il pourra vous répondre tout à l'heure. Je pense qu'il faut lui laisser voilà, il vous donnera tous les montages. Mais oui, on est dans des sommes importantes hein, qui frisent le million, en fait, hein, dans les budgets de fonctionnement. Voilà, donc on est dans ces types de… Presque 5 millions sur 3 ans. Ouais. Voilà, donc 5 millions sur 3 ans. Les autres projets sont aussi de cet ordre-là. Hein. Il faut savoir que l'assurance maladie, hein, qui rentre dans l'article 51 très souvent en termes de financement, a des moyens qui sont considérables. Hein, qui sont considérables. Donc on est sur des sommes, oui, tout à fait importantes qui peuvent friser le million, qui sont toujours de centaines de milliers d'euros au moins par projet et par an. Ce qui prouve que lorsque les projets ont du sens et qu'ils sont bien portés et bien construits, les financements existent, y compris sur les addictions qui ne sont pas toujours des sujets à forte visibilité, qui sont compliqués à adresser. Vous avez réussi à bâtir quelque chose avec des financements significatifs et qui permettent de s'inscrire dans la durée, une organisation dans la durée.
Alors, je dis ça en plus, ça reste de l'expérimentation, hein, l'article 51, il faut le dire. Hein. Donc, ça permet d'expérimenter. Et ensuite, si l'expérimentation est positive, on essaye de rentrer dans le droit commun. Hein. Donc là, on est sur une expérimentation de 3 ans, comme vient de le dire Gauthier. Et à la fin de l'expérimentation, on évalue et on essaye de trouver les financements. Et on essaye surtout, c'est notre engagement local mais national, que ce type, comme le sport santé, hein, que ce type de montage puisse être pérennisé et puisse être répliqué dans d'autres villes. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais le montage, effectivement, Alexandre l'a évoqué tout à l'heure, assez complexe, au-delà de la question du public qu'on accueille, mais aussi du fait que c'est un article 51 qui est donc expérimental sur une expérimentation qui est la salle de consommation moindre risque. Hein. Donc, ça a rajouté dans la complexité aussi de trouver l'équilibre déjà législatif et d'organisation aussi budgétaire, parce que quand je dis 5 millions d'euros, il y a une moitié qui est article 51, donc le FIS, hein, les prestations dérogatoires CNAM, et une autre moitié qui est l'ONDAM, donc plus classiquement, hein, sur la base d'établissements médico-social. Mais j'en parlerai tout à l'heure peut-être. On va en parler. Merci docteur. Alors c'est pour l'anecdote, je suis dans les locaux de l'association Addictio, à Paris, avec son président Christian Trémuet, qui est présent parmi nous et qui est très intéressé. Je pense qu'il prendra contact avec vous parce que ce que vous faites est remarquable et il a les grands yeux ouverts et les grandes oreilles également ouvertes en fonction de vos réalisations et de vos succès. Voilà. Alors, il y avait une question, pouvez-vous nous redonner le nom du réseau? Je ne sais pas de quel réseau. En fait, c'est donc là, c'est la ville de Strasbourg en lien avec ITAC, qui est donc l'association qui met en œuvre, et avec ce qu'on appelle le comité de pilotage, avec les agences régionales de santé, la préfecture, la police, la justice, hein, et les hôpitaux universitaires qui portent aussi le projet, qui donc voilà, donc ça c'est pas un réseau, disons, c'est un comité de pilotage et un projet. Si c'est sur le sport santé sur ordonnance, le réseau des villes, c'est le réseau des villes santé, du réseau santé des villes santé de l'OMS. Hein, c'est un réseau qui réunit 100 villes qui s'engagent dans les questions de santé. D'ailleurs, dans quelques jours, le 5 et le 6 décembre à Lille, aura lieu l'Assemblée générale des villes santé, qui est sur culture et santé. Voilà, hein, donc, donc, c'est un réseau de villes qui s'implique plus avant sur les questions de santé. C'est plus large, bien sûr, que l'article 51. C'est plus large que les questions de santé. Ce sont des villes volontaristes, donc on peut adhérer. Hein, il y a des adhésions qui sont possibles et des protocoles. Voilà. Donc, en Haute-Savoie, l'ARS a supprimé les subventions aux différents projets sport santé sur ordonnance. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Certaines ARS, par exemple l'ARS Grand Est, donne 2 millions d'euros pour le Grand Est sur le sport santé, et d'autres, comme par exemple en Haute-Savoie, je le vois aussi, mais en Centre-Loire, ne donnent pas de moyens. On travaille au niveau national, même auprès maintenant du ministre de la Santé qui se dit intéressé pour que cela s'arrête. Donc, de façon très pratique, là, je vous propose de vous rapprocher de nous, de moi, sur le groupe de travail des villes santé, du sport santé sur ordonnance, parce qu'on va pouvoir vous donner les conventions qu'on a, nous, avec les ARS, et vous allez pouvoir faire pression avec vos ARS en disant, écoutez, à Strasbourg, ailleurs, ils donnent, pourquoi vous ne donnez pas? Et puis, c'est un travail national de retour qu'on fait pour que toutes les ARS soient dans l'obligation de s'engager. La prise sportive de Nono est-il aidant? Alors oui et non. Oui, Stéphane Diagana, parce que c'est quelqu'un qui a très vite compris l'intérêt du sport santé, qui est documenté, qui a un niveau scientifique aujourd'hui très important. Et donc, du coup, il est voilà, quelqu'un qui porte les choses. D'autres aussi portent les choses. Quelquefois, les sportifs de haut niveau sont plus dans la performance et donc ils ont un peu du mal à s'engager. Mais bien sûr, dans le cadre des Jeux olympiques, il y a ce qu'on appelle l'héritage des Jeux. Et donc, il y a quelques petits moyens, d'ailleurs, pour vos collectivités, dans le cadre des Jeux, pour mettre en place des actions, notamment chez nous, le réseau Héritage et les Jeux olympiques 2024 de Paris ont donné des subventions pour ouvrir le sport santé aux femmes enceintes à Strasbourg. Quoi. Donc, pouvez-vous nous donner un écouteur pour l'opération Panier Vert pour les femmes enceintes? Vous allez voir des beaux articles, hein, parce que j'ai la conférence de presse dans quelques minutes, notamment le journal Le Monde est là, et donc d'autres réseaux nationaux. Donc, c'est moi, l'interlocuteur, donc vous pouvez me faire un mail. Donc, mon mail est simple, il est donc mon prénom, Alexandre,
.feltz, donc mon nom, FELTZ, @strasbourgmaville.eu. Et donc, on vous donnera tous les éléments. On lance ça là dans quelques minutes. Les femmes enceintes, je les ai saluées juste avant de rentrer. Elles sont là avec des éco-conseillères en santé environnementale qui leur apprennent comment, dans la grossesse, essayer d'être moins impactées par la chimie qui nous entoure et leur montrer les substitutions possibles pour réduire leurs expositions aux perturbateurs endocriniens. Donc voilà, donc je suis à votre disposition et le service presse de la ville pour vous transmettre tous les éléments. Voilà. Merci, docteur. On va vous laisser rejoindre votre événement. Merci, félicitations. Et puis, vos coordonnées sont bien notées. Nous les retranscrirons également à l'ensemble des participants. Très bien. Merci à Gauthier Vécarlet. Je le remercie beaucoup de sa disponibilité et de prendre ma suite. Et on reste en lien ensemble pour ce travail, en sachant qu'il le dira tout à l'heure. On fédère aussi toutes les initiatives européennes sur les salles de consommation à moindre risque. Et donc là, au mois de mai, c'est ça Gauthier, on va faire dans le cadre du Conseil de l'Europe un regroupement de toutes les villes qui portent des salles de conso en France et en Europe. Oui. D'accord. Écoutez, il y a des villes qui sont présentes. On a notamment Carcassonne, Castelnaudary, j'en oublie ceux que je salue, Karine Albert, Philippe Greffier. Je pense qu'ils vous contacteront certainement, Philippe Greffier étant lui-même un grand sportif. Voilà, je salue au passage. Très bien. Mais écoutez, je vous salue. Merci beaucoup. Belle journée, beau travail et à très bientôt. Merci beaucoup, docteur. Bonne soirée. Merci. Félicitations. Au revoir. Merci. Alors, avant de donner la parole à Gauthier, on va laisser Philippe nous faire une petite parenthèse pédagogique sur justement les sources de financement et resituer ce sujet. Voilà. Alors, pour satisfaire votre curiosité ou pour être complet, quand on parle de l'article 51, on parle de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Donc, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis début 2019 et qui permet de sortir des sentiers battus, des organisations habituelles ou des financements traditionnels et de proposer soit des nouveaux modes d'organisation entre professionnels de santé, soit des modes de financement permettant sur la base de forfait, de financer l'intervention d'une équipe et non plus d'un seul professionnel de santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert sur de nouvelles perspectives à la fois d'organisation et de financement. Et dans les critères de sélection des projets, il y a plusieurs éléments à prendre en ligne de compte, mais il y a un élément essentiel qui est l'élément de la reproductibilité de la démarche. À savoir que le projet ne sera, je dirais, retenu ou accueilli favorablement que si on peut tester sa reproductibilité dans d'autres territoires ou dans d'autres organisations territoriales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste. Il faut qu'on puisse faire de l'expérience qui a été retenue au titre de l'article 51 de la loi de financement une démarche qui puisse se combiner dans d'autres territoires ou dans d'autres organisations. Alors, il y a un autre élément dans les critères de sélection qui est l'élément médico-économique, bien sûr, et qui est analysé d'un œil très vigilant de la part à la fois de l'assurance maladie et des agences régionales de santé. Et là aussi, il y a à la fois une analyse au niveau régional et une analyse au niveau national. On va passer à la diapo suivante pour éclairer cette démarche. Alors, d'abord, qui peut déposer un projet ? Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de projets qui ont été retenus au niveau national au titre de l'article 51. Principalement aujourd'hui, on constate et majoritairement, ce sont des professionnels de santé qui ont déposé des dossiers au titre de cet article. Néanmoins, comme vous le voyez sur cette diapo, le périmètre est très large puisque ça peut être des associations d'usagers, des organismes complémentaires. Je sais qu'il y en a qui sont présents pour ce webinaire, des professionnels de l'aide à domicile, des entreprises et bien sûr des collectivités territoriales, comme dans le cas de Strasbourg avec un beau partenariat entre d'une part la collectivité territoriale et une association du secteur médico-social. Le périmètre géographique, il peut être soit très territorialisé au niveau d'une communauté professionnelle territoriale de santé, par exemple, ou au niveau d'une maison de santé pluriprofessionnelle, au niveau d'un établissement de santé, mais ça peut être aussi des projets régionaux, voire nationaux portés par des organismes de protection sociale complémentaires.
Donc, dans la diapo suivante, si on veut bien me oui, voilà. Il faut savoir que c'est un... Ça, il ne faut pas se cacher dans cette présentation sur l'importance de l'instruction qui peut être vécue comme très longue par les porteurs de projets. Il faut compter, en général, quand le dossier est bien monté et bien présenté, il faut compter un peu moins, de l'ordre d'une année, avant qu'ils puissent commencer à connaître un premier début d'exécution. Donc ça, il faut gérer la question avec la patience qui doit être notre vertu en la matière sur la mise en œuvre de cet article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale. Alors, ça démarre tout simplement par une lettre du porteur de projet à destination de l'ARS, puisque dans chaque ARS, vous avez un correspondant régional qui est le chef de projet de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale. Et ce chef de projet fait une première analyse du dossier en lien avec l'assurance maladie et commence un échange entre, d'une part, le porteur de projet et d'autre part, ce binôme ARS assurance maladie. Et ensuite, une fois que cette instruction au niveau régional s'est déroulée, une deuxième phase se met en place avec l'intervention du comité technique de l'innovation en santé, qui est une structure au niveau national, dont le secrétariat est assuré par l'équipe de l'article 51 au niveau national, et qui, fait un travail également, notamment sur la question de l'évaluation médico-économique de manière beaucoup plus fine que celle qui est faite au niveau régional. Parfois, l'avis de la Haute Autorité de Santé est sollicité dans le cadre de dossiers nécessitant certaines dérogations. Donc, c'est un processus long, mais c'est un processus qui est exigeant, certes, mais au bout du compte, ça permet de, comme je le disais en introduction, de sortir des sentiers battus et d'offrir des possibilités intéressantes, à la fois pour le porteur de projet lui-même, mais pour d'autres expériences qui pourraient être menées dans d'autres territoires. Alors là, vous avez une diapo qui récapitule l'ensemble des éléments à renseigner dans cette lettre d'intention, c'est-à-dire cette première lettre qui est adressée par le porteur de projet au niveau de l'ARS, avec les objectifs du projet, les impacts, la durée, le champ d'application, qu'est-ce qui est envisagé de discuter au sein de l'expérimentation, les dérogations demandées, les modalités de financement, le lien aussi avec les associations d'usagers. Ça, c'est un élément qui est de plus en plus important et c'est un des critères qui est analysé de manière, je dirais, un peu fine, avec cet aspect d'empowerment des associations d'usagers à la fois dans la construction et le déroulé du projet, et puis des éléments de benchmark permettant d'apprécier si d'autres expériences ont été faites dans d'autres pays ou d'autres exemples de ce type d'organisation. Diapo suivante. Voilà, écoutez, j'espère avoir été complet parce que je crois qu'il faut insister sur à la fois cette possibilité qui est offerte de sortir des champs habituels et d'entrevoir des potentialités d'innovation et de financement avec un accompagnement fort, puisque chaque projet est ensuite soumis à une évaluation. Je crois que Gauthier va nous en parler, mais ils sont en cours, là, puisque le projet date de plus de 3 ans maintenant, ils sont en cours d'évaluation et peut-être que Gauthier, vous allez nous en dire un mot également, mais je vous laisse bien volontiers la parole. Je parle, donc je suis Gauthier Vécalec, directeur d'ITAC. Alors ITAC est une association qui existe maintenant depuis bientôt 30 ans et ça fait une trentaine d'années qu'on travaille autour de la question de la réduction des risques et des soins, toutes addictions auprès d'usagers et spécifiquement des plus précaires. Alexandre Feltz vous l'a dit en introduction, l'objet de notre article 51 dont on va parler là à l'instant, c'est effectivement une amélioration du parcours de soins de personnes donc en situation consommateur actif et en situation très précaire et qui souvent
sont exclus des dispositifs existants du fait de leur pratique et du fait aussi de leur mode de vie, notamment en parlant des personnes accompagnées d'animaux, animaux de compagnie, et puis avec des situations quand même d'accès aux soins très très problématiques, encore une fois parce qu'il manque un lien qui est entre les services de soins hospitaliers et puis la rue. Ce serait plutôt, si on pouvait dire, nous, ce qu'on a mis en place et pensé, c'est finalement un lieu de soins, des soins à domicile pour les personnes sans domicile. Je dis ça toujours comme ça, mais c'est un petit peu pensé comme ça. Alors, pourquoi article 51? Tout simplement parce que nous, on a ouvert notre salle de consommation donc, fin 2016, comme Paris, Gaïa à Paris, puisqu'on a eu l'autorisation, la loi nous l'a autorisé à partir de janvier 2016. Donc, on a ouvert une salle de consommation. Aujourd'hui, on appelle ça HSA, Halte Soins Addiction. Le cahier des charges a un peu été modifié, donc le nom est un petit peu différent. Et dès le départ, le cahier des charges et un projet de salle de consommation devait se faire avec le soutien et la candidature d'une municipalité d'une ville. Donc, nous, historiquement, depuis 1993, et où on a commencé notre travail, on a toujours travaillé avec la ville de Strasbourg. La ville de Strasbourg, quelle que soit sa municipalité, nous a toujours soutenus dans nos actions. Ça, c'est un élément important quand même et non négligeable. Et il se trouve que la loi permettant l'ouverture de salles de consommation en 2016 impliquait le fait que pour que ça puisse se faire, une ville soit candidate à l'ouverture d'une salle. Donc ça rajoute un degré, puisque jusqu'à présent, aucun dispositif de santé publique n'était soumis, on va dire, à une demande ou une autorisation d'une ville. Et là, la donne avait un peu changé politiquement. Ceci dit, nous, ça ne nous a pas posé de soucis dans la mesure où la ville de Strasbourg était soutenante. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer le déroulé de la logique un peu aussi de là, on est arrivé à faire ce travail en commun aussi sur l'article 51. Donc, ouverture salle de consommation, et dès 2016, on s'est rendu compte que, on le savait, mais voilà, ça s'est encore accentué, que les usagers qu'on rencontrait étaient des usagers qu'on ne connaissait pas dans nos différents dispositifs jusqu'à présent, pour plus de la moitié d'entre eux, et qui ne fréquentaient aucun autre lieu de soins. Et ces personnes-là étaient vraiment les plus éloignées de tout dispositif et étaient surtout soit dans des habitats très précaires, soit pour la majorité d'entre eux à la rue. On avait des étages disponibles au niveau de la salle de consommation. Donc, on utilise un bâtiment au sein de l'hôpital du CHU de Strasbourg qui nous a gracieusement prêté les locaux, en tout cas pour la salle de consommation. Et on avait des étages disponibles sur le dessus et on se trouvait ça intéressant d'aller un peu plus loin et de proposer aussi un lieu de soins et d'hébergement, en tout cas temporaire, pour ces personnes. Dès 2017, on a commencé à déposer un projet. On a discuté, donc, chose importante, avec l'Agence régionale de santé, qui est à mon sens incontournable pour qu'on puisse débroussailler et mettre en place un plan, une stratégie pour, à partir du moment où l'agence, l'ARS, est convaincue de l'intérêt du dispositif, c'était aussi de voir par quel biais, comment on allait pouvoir le mettre en place, notamment sur le volet évidemment financier, réglementaire et financier. Donc, dès 2017, on a commencé à travailler à cette question-là. L'article 51 n'existait pas encore, puisque, comme M. Damy vous l'a précisé tout à l'heure, ça date d'une loi de 2018 qui s'est appliquée en 2019. Mais en tout cas, on a travaillé jusqu'à ce qu'il y ait effectivement en 2019 cette possibilité de passer en article 51. Et on trouvait dans le cadre du projet qu'on avait qui effectivement sortait un peu des cadres réglementaires. Alexandre Fest l'a précisé tout à l'heure, la spécificité d'un lieu comme le nôtre, quand on parle de salle de consommation, d'espace de consommation, c'est bien l'autorisation de détenir et de consommer des produits illicites qui sont donc pas de fait interdits dans tout autre espace. Il y a une dérogation spécifique pour les deux salles, Paris et Strasbourg, c'est par une note de politique du procureur qui autorise ça, et se poser la question de comment est-ce qu'on allait, si on avait ouvert un hébergement de type, on va dire, classique, ce qu'on peut retrouver dans le champ médico-social aujourd'hui, avoir cette possibilité-là, à ce que les usagers puissent avoir accès à l'espace de consommation. Donc, ça a été tout un travail qui nous a amené effectivement à penser, à se dire que l'article 51, dans son cadre dérogatoire et aussi dans son cadre finalement
de collaboration étroite avec un certain nombre de services, notamment des services de l'État, était un moyen finalement de passer outre ces différents freins. Donc, on a travaillé en grande harmonie avec l'Agence nationale de santé sur, déjà sur la lettre d'intention, parce qu'il faut quand même, vous avez vu tout à l'heure, il faut quand même être relativement précis sur le motif et l'objectif du dossier du cahier des charges qu'on souhaite déposer. Et il faut vraiment qu'il y ait d'ores et déjà dans la lettre d'intention l'idée de quelque chose d'innovant, ça c'est une première chose, mais aussi de réplicable et d'efficient. C'est toute la difficulté dans notre champ, le champ médico-social, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours l'habitude non plus d'être dans ce type-là de réflexion, notamment sur la question de l'efficience. Et là, on passe effectivement sur des financements de prestations dérogatoires qui, la plupart du temps, passent par des financements forfaitaires, sur des bases forfaitaires. Je dis ça parce que je mène 2 articles 51, donc ce n'est pas le seul, il y en a un autre, mais qui par délégation, c'est le porteur, c'est l'Agence nationale de santé, mais par délégation, c'est nous qui le mettons en œuvre. Il s'appelle Equipaddict et ça concerne la médecine de ville. Mais ça, je pourrais vous en parler si vous avez des questions là, mais c'est encore autre chose. Et donc, déploiement sur ce projet d'hébergement, donc pour les personnes. L'aide d'intention avec un fort travail collaboratif avec l'agence pour que cette lettre d'intention soit bien bordée et puisse paraisse cohérente. Et ensuite, évidemment, il faut trouver un porteur. Le porteur, ça peut être nous, en l'occurrence, c'était logique que ce soit ITAC dans la mesure où c'était notre projet et c'est nous qui portons la salle de consommation, mais ça peut être une ville, effectivement, et ça peut être toute autre structure qui peut être à l'origine d'un projet. Donc, l'aide d'intention, cahier des charges, là, on arrive à des choses qui commencent à être un peu plus complexes avec une trame qui existe en termes de l'article 51. Je vous invite, les cahiers des charges sont publics, ils sont publiés. Le nôtre sur l'hébergement et l'autre Equipaddict sont tous les deux sur le site de l'article 51 au niveau national. Vous pouvez les consulter, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Sur la question pratique, il ne faut pas se décourager, mais je ne veux pas vous donner le nombre exact de versions, mais plusieurs dizaines de versions du cahier des charges ont été nécessaires. Et 1 an, c'était pour nous plutôt 2, mais aussi pour des questions réglementaires. Je le rappelle, il a fallu que nous consultions non seulement le ministère de la Santé, mais aussi et surtout le ministère de la Justice sur la question de détention et de consommation de produits au sein d'un hébergement. Donc, ça fait quelques allers-retours, ça fait des versions différentes du projet. Tous les articles 51 ne sont peut-être pas aussi complexes, mais c'est vrai qu'il faut compter entre 1 et 2 ans, sachant que c'est quand même un travail qui nécessite d'être vraiment très précis sur le projet, l'objectif qu'on a. Il faut toujours avoir en tête que c'est quelque chose qui doit après être réplicable, que d'autres structures, d'autres porteurs puissent s'en emparer de façon quand même simple, si on peut dire ça, après être passé par cette expérimentation et cette évaluation. Effectivement, il y a un évaluateur qui est nommé par la CNAM, l'équipe article 51 qui nous suit. Donc, sur des projets, en moyenne, c'est 3 ans, c'est entre 3 et 5 ans. Je crois que la moyenne des projets, c'est plutôt sur 3 années. Qui vous suit sur 3 années, qui évalue effectivement l'intérêt du dispositif, sa réplicabilité, mais aussi son efficacité, son efficience. Dans notre cas, c'est un petit peu complexe, dans la mesure où c'est un hébergement qui est adossé à une salle de consommation. Donc, extraire cet hébergement aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué dans la mesure où les consommations ne sont pas tolérées dans d'autres lieux que dans les 2 seuls espaces actuellement en France. L'idée, c'est de faire bouger les lignes aussi. Le cahier des charges des salles de consommation a déjà changé et permet à certaines structures médico-sociales, donc SAPA et CARUD, sans rentrer dans le détail, d'ouvrir des espaces de consommation. Donc, ça peut être l'issue aussi de ce projet-là, de cette réplicabilité. Donc, nous, l'idée, c'était effectivement tenir compte des pratiques des usagers,
ne pas les exclure des dispositifs existants et surtout mettre en place des dispositifs d'accompagnement vers d'autres lieux après plus durables, plus pérennes. C'est vraiment un lieu de transition, c'était pensé comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un petit mot sur l'autre projet Article 51 qu'on mène, qui s'appelle Equipaddict, qui arrive bientôt dans sa 3e année. C'est un dispositif de soins en médecine de ville, donc dispositif qui s'appelle microstructure, donc, où ITAC est dans l'état d'initiative depuis 1999. Donc on a créé un réseau avec des médecins généralistes, dont Alexandre Fels est aussi un des porteurs. Hein. Donc une équipe de travailleurs sociaux et psychologues, voire psychiatres, qui interviennent au sein du cabinet de médecine de ville, cabinet de médecine générale, pour l'accompagnement de personnes soit addictes, soit en grande précarité, soit plus récemment pour les problématiques de santé mentale. Donc l'idée, c'était aussi à un moment donné que ça ne reste pas une expérience strasbourgeoise ou alsacienne, c'est qu'on a d'autres porteurs ont souhaité monter ce type de dispositif-là, et c'était du coup intéressant aussi de passer par un article 51 pour une question de visibilité, mais aussi pour une question d'évaluation à long terme, puisque là, on est aussi sur une base de financement forfaitaire. Hein. C'est la CNAM qui finance au nombre d'inclusions, donc de patients qui sont inclus dans les dispositifs. Donc ça, c'est actuellement porté dans plusieurs régions en France, hein, 5 pour l'expérimentation Equipaddict, donc article 51, 7 ou 8 en tout pour le dispositif en lui-même. Mais l'idée, c'est qu'il tombe dans le droit commun finalement et que ça puisse se faire en fonction des besoins des territoires. Voilà à peu près. Je vais peut-être déjà trop parlé parce que laisser peut-être l'espace à des questions, des échanges. Merci Quentin. Non, c'est très clair, vous n'avez pas trop parlé, très intéressant. J'ai une première question. Au-delà de l'échéance du financement de l'article 51, que va-t-il se passer pour vous? Je suppose que vous avez mobilisé des ressources, vous avez pris des ressources humaines, vous avez pris des engagements sur des locaux, etc. Comment vous gérez le post-article 51? C'est souvent un des sujets qu'on évoque, nous, quand on travaille avec des organisations. C'est-à-dire que les financements dérogatoires, c'est bien. Quid de la sortie des financements dérogatoires? Ça. Alors, en ce qui concerne Equipaddict, dont je parlais tout à l'heure, là où on va arriver dans la 3e année, on est en train de discuter justement sur la poursuite au regard aussi des résultats de l'évaluation, parce qu'il y a des évaluations intermédiaires qui sont faites à mi-chemin, et une dernière qui est faite quelques mois avant la fin de l'expérimentation. Et l'idée, c'est déjà de trouver éventuellement des sources de financement transitoires entre le moment où l'évaluation est rendue et le moment où éventuellement ça pourrait passer dans le droit commun. Ça, c'est une première chose. Pour la partie hébergement, là, on est actuellement en mi-chemin. On est à 1 an et demi de l'ouverture, donc à 1 an et demi de la fin de l'évaluation. Il y a une partie du budget qui est ONDAM, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie salle de consommation en fait en ouverture 24/24, puisque c'est ça dont il s'agit, et financement sur la base de l'ONDAM, donc sur des crédits théoriquement pérennes. Et puis l'autre partie qui est donc FIS, qui est à peu près l'autre moitié, qui est sur la partie hébergement. Mais l'hébergement, sa spécificité là, c'est en fait, c'est un établissement médico-social expérimental. On a créé en même temps, en parallèle, l'article 51 et création d'établissements médico-social, ce qui pourrait nous permettre, à l'issue, si vraiment le dispositif ne rentrerait pas dans le droit commun, ne serait pas assez efficient, etc., de pouvoir poursuivre, évidemment avec l'accord du financeur et de l'Agence régionale de santé, le dispositif. Bon, ce n'est pas l'idée, et c'est souvent, effectivement, c'est quelque chose qui reste encore incertain, on est bien d'accord. C'est aussi un manque de visibilité de la part du financeur sur des budgets à 3 ans ou 5 ans. Donc, il y a peu d'engagements finalement qui sont pris. Il y a souvent une période transitoire en amont ou en aval de l'expérimentation article 51 qui peut être prise en charge, mais effectivement, aucune certitude sur une pérennité sur des dispositifs comme les nôtres qui exigent quand même, vous avez vu, un budget relativement conséquent. On est à 2 700 000 euros sur 3 ans financés par l'article 51. Il y a un peu plus de 2 millions sur l'ONDAM. Donc, c'est sûr qu'avec une vingtaine de salariés en 24/24, un bâti avec de l'investissement, puisqu'il y a aussi eu beaucoup d'investissements,
investissement de la part de la ville de Strasbourg, de l'Agence régionale de santé et de l'hôpital, hein, des US, sur le bâtiment. Ce serait assez inconcevable et incompréhensible qu'on ne puisse pas continuer l'expérience, que ça ne puisse pas être pérenne. On trouvera à charge pour nous de trouver d'autres sources de financement si tant est que l'article 51 ne soit pas viable. Merci Quentin. Une question de Jean-Claude Blanc. Est-ce que cet article 51 peut permettre l'intervention financière dans la mise en place d'une mutuelle communale? Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la logique de mutuelle communale. Je vous appelle Quentin, vous êtes Gauthier. Excusez-moi, Gauthier. Hein, donc, non. Est-ce que vous êtes familier de la logique de mutuelle communale? Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Voilà. Donc, bon, c'est un sujet qui s'appelle mutuelle communale, départementale, parfois même régionale, à exceptions différentes, qui sont des mécanismes d'accès à la santé qui sont catalysés souvent par les collectivités locales à l'échelle d'une Comcom, d'une collectivité, d'un département, voire d'une région, et qui permettent de permettre un accès à la santé du plus grand nombre en travaillant sur les garanties des tarifs, voire les services. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, malheureusement, je pense que Gauthier ne pourra pas répondre à M. Blanc, mais on transmettra peut-être la question au Dr Feltz s'il a une visibilité, mais je ne sais pas si la ville de Strasbourg ou la communauté a mis en place une mutuelle. Il faut bien dire que, oui, pardon, quand on parle d'article 51, on est au-delà d'une intervention financière, c'est un vrai projet. Donc, peut-être M. Damy voulait en parler. Oui. Je vous en prie. Philippe, je vous laisse intervenir. Merci. Je ne pense pas que le projet en tant que tel d'une mutuelle communale peut faire l'objet d'un article 51. En revanche, si ce projet est adossé à des questions d'accès aux soins ou à des facilitations d'accès aux soins avec une nouvelle organisation des professionnels sur un territoire, là, oui, on peut trouver un intérêt à mobiliser l'article 51. Désolé. Oui, parce que l'idée quand même dans l'article 51, c'est effectivement une facilitation d'accès aux soins, mais il faut que ça reste aussi quelque chose d'innovant sur un territoire. Alors, c'est important parce que sinon, vous êtes très vite, même au niveau de la lettre d'intention, vous faites très vite comprendre que l'article 51 n'a pas vocation à financer des dispositifs qui existent déjà, en tout cas, et sur lesquels il y a déjà soit une réglementation, soit des fléchages de dotation, de financement. Merci. Alors Philippe, on a parlé d'évaluation. Alors chez nous, CAISA, on travaille beaucoup sur l'évaluation et on s'est même rencontré à une époque sur des sujets comme ça au travers de réseaux de santé. C'était en Guyane quand tu étais directeur général de la Guyane. Je souligne la présence d'ailleurs de Yves Bagoua, qui est président de la CRSA de Guyane, qui représente la démocratie sanitaire de Guyane parmi nous, les patients. Philippe, quelles recommandations donnons-nous en matière d'évaluation? Parce que dès le dépôt du dossier, il faut présenter un référentiel d'évaluation et il faut le suivre avec l'évaluation intermédiaire. Hein. Ça, c'est très important. Quelles recommandations, Philippe Damy? Écoutez, j'aurais tendance à donner la parole à Gauthier, puisqu'il est en train de le vivre, lui, de manière in concreto sur l'évaluation, puisqu'il y a un démarrage de l'évaluation de son projet qui a commencé là. Donc, à l'identique, je dirais, de la phase d'instruction qui est très lourde et qui nécessite beaucoup d'itérations entre le niveau régional et le niveau porteur de projet. L'évaluation est conduite par une équipe indépendante, d'experts indépendants, qui se rend dans la structure et qui, à partir d'un certain nombre de critères, y compris ceux de la lettre d'intention, voit quel type de mise en œuvre a pu être mis en place et quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Mais je crois que Gauthier va nous éclairer sur in concreto, là, du coup. In concreto, c'est la plus-value qu'on amène, qu'on apporte aux personnes à qui on destine le projet. Ça, c'est surtout ça. C'est-à-dire que la plus-value pour les personnes et puis l'intérêt qu'il y a à mettre en place un dispositif comme ça sur un territoire avec des partenaires, parce que c'est ça aussi qui est très important. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné tout à l'heure. Il y a un partenariat avec la ville de Strasbourg, mais c'est un partenariat avec l'Agence régionale de santé, avec les hôpitaux, avec les acteurs de soins et les acteurs sociaux sur un territoire.
ça se construit en amont. C'est-à-dire qu'il faut déjà ramener ces questions-là. Et puis après, l'évaluateur est nommé en règle générale assez tardivement d'ailleurs. C'est une fois qu'on a déposé le cahier des charges, que tout est validé, qu'on a les arrêtés d'autorisation, que l'évaluateur externe est nommé. Et lui va s'attacher effectivement à voir, au-delà des process de gouvernance qui sont en cours, par exemple, c'est surtout de voir si, pour les professionnels, partenaires professionnels de santé, pour les professionnels intervenants et les usagers essentiellement, s'il y a effectivement qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a de plus et quelle est finalement la différence avec les dispositifs qui pourraient s'y approcher, ou est-ce que effectivement c'est totalement original et ça a un intérêt à perdurer dans un système de santé. C'est un peu ces éléments-là. Après, c'est difficile de dire, il n'y a pas d'évaluation type dans ce sens-là. Tout dépend après du dispositif qu'on met en place. C'est toujours pareil. Mais en tout cas, c'est un point clé qu'il faut travailler. En tout cas, nous, pour notre part, on fait notre propre évaluation malgré l'évaluateur externe. Elle a été prévue avant, au moment où on a déposé le projet, et on l'a fait en parallèle parce que, évidemment, c'est très important pour nous de pouvoir défendre ce projet-là et aussi nous aussi d'estimer s'il y a un sens à continuer, en tout cas sous cette forme-là. Et c'est important aussi de réguler, de voir, de modifier le projet prévu à la base, c'est-à-dire il y a des choses qu'on peut discuter en cours de route avec notamment la CNAM article 51, si on voit qu'il y a certains éléments qu'on n'a pas prévus ou qu'il faudrait rectifier dans la cohérence du projet, tout en restant, ça c'est point important et indiscutable au niveau de la CNAM, enfin de l'article 51, il faut rester dans le budget prévu. Ça c'est sûr, par contre il n'y aura pas de modification. Il y a une enveloppe qui est prévue sur la durée d'expérimentation. On peut, dans le cadre de cette enveloppe, modifier certaines priorités, mais par contre, le montant de l'enveloppe ne sera pas modifiable. Ça, c'est important. Donc, il faut aussi bien préparer son projet en amont. Il y a une question autour des patients, mais de la place des usagers dans le système. Avant cela, aujourd'hui, vous avez travaillé sur la question des addictions. Qu'est-ce qui, en travaillant au niveau de la collectivité avec des confrères, du médico-social, des collègues, qu'est-ce qui vous semblerait très éligible à d'autres projets d'article 51 dans des contextes similaires? Est-ce que vous avez eu des échanges avec… alors, je sais qu'il y a des projets, y compris certains acteurs privés sur la téléophtalmologie, sur les articles 51, c'est très varié. Mais aujourd'hui, portés par les collectivités locales, quels sont les sujets qui vous semblent très naturellement être éligibles à l'article 51? Dans notre champ, moi je dirais cette question de l'hébergement me paraît incontournable. Aujourd'hui, vu la situation en état de l'hébergement et de l'accès aux soins, la facilitation de l'accès aux soins, on sait très bien que les personnes sans domicile ou dans des domiciles précaires sont les derniers à entrer dans un système de soins et à négliger leur santé. Et donc, c'est sur ces champs-là, à mon avis, qu'il y a des possibilités. Et c'est là où c'est intéressant de faire ce partenariat avec les villes, parce que, ou les communes, c'est bien, à mon avis, un des éléments dans un environnement qui est majeur, c'est la question de logement, de l'hébergement et de la facilitation de l'accès aux soins. Ça, c'est incontournable et ça le sera toujours, à mon avis. Franck, un des sujets sur lesquels pourraient être mobilisés les collectivités locales et les professionnels de santé, c'est le sujet de la santé mentale. Alors, il faut bien sûr avoir une approche plus singulière, je dirais, et pas se contenter de généralités. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau sujet de collaboration professionnelle de santé, collectivité locale. Oui, d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui l'état, la situation notamment de la psychiatrie. Il y a effectivement des choses à trouver. Et il y a des expérimentations, alors, qui sont par article 51, mais qu'on connaît, chez Soi d'abord, par exemple, sur les dispositifs qui sont quand même coportés pour l'accès des personnes qui ont des problématiques de santé mentale à du logement durable.
Voilà, on est un peu dans les mêmes dispositifs. Et ça, ce sont effectivement des projets qu'il faut mettre en œuvre ensemble avec une commune, ça c'est évident. C'est évident. Alors, une remarque très intéressante de Philippe Greffier, qui est le président de la communauté de communes de Castelnaudary, Lauradois. On peut mettre en perspective ces expérimentations relatives à l'article 51 au Conseil national de la refondation, à travers lesquelles les territoires doivent pouvoir faire remonter à l'État des propositions pour améliorer l'accès aux soins. Certaines expérimentations ainsi mises en œuvre pourraient s'inscrire dans cette démarche pour pérenniser les dispositifs efficients qui vous concernent tout à fait directement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire remonter, hein, Philippe, toi qui également des connexions au ministère de la Santé. Je pense que votre docteur Alexandre Fels ne manque pas de le faire, j'en suis certain, mais je crois, puis j'ai une demande d'ailleurs d'un journaliste pour un témoignage dans une revue hospitalière. Je crois que ce type de webinaire auquel nous avons plaisir de participer, de contribuer et d'organiser, ça contribue à cela, à cette visibilité au plan national et la reproductibilité qui est d'ailleurs dans les fondations de votre financement. Oui. Ben là, on est en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu dans les débuts de cet article 51. Là, on arrive à des fins des premières expérimentations finalement. Et sur votre question, Franck, de tout à l'heure, c'était effectivement quid de la poursuite. Et là, on est vraiment encore voilà, sur une incertitude quand même, quoi qu'il en soit. Ça permet tout de même de mettre effectivement en lumière des situations, des dispositifs qui seraient défaillants ou qui n'existeraient pas. C'est ce que nous, on a fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, personne n'était en capacité, pour des raisons variées, mais en tout cas d'accueillir les publics que nous, on accueille dans le cadre de ce dispositif d'hébergement, parce que simplement, personne n'était outillé sur ces questions-là et c'est ce qu'on a proposé. Je crois que ça a mis en lumière le besoin de revoir les questions, notamment de pratique et de consommation de produits, mais tout produit, y compris la consommation d'alcool dans des lieux d'hébergement qui existent aujourd'hui, établissements médico-sociaux, CHRS, etc., etc. Nous, on a travaillé beaucoup aussi avec les équipes hospitalières dans ce cadre-là, donc ça, c'est important parce que on accompagne les usagers dans les services hospitaliers et on leur garde aussi leur chambre pendant leur période d'hospitalisation, ce qui les rassure, mais surtout aussi, il y a des équipes hospitalières qui prennent en compte leur situation de consommateur actif et qui aménagent les hospitalisations en ce sens. Ça aussi, ce type d'avancée-là pour les personnes, c'est quelque chose de majeur et d'important. Ça aura permis aussi de mettre en œuvre ces partenariats qui étaient parfois difficiles auparavant parce que on a affaire à des personnes qui ne sont pas toujours très compliantes et qui ont une certaine étiquette quand ils fréquentent l'hôpital. Et tout ce travail-là est de rassurer et les usagers et les partenaires vers qui on les adresse. Ça, c'est important. Merci, il est 18h. Nous allons donc terminer, pour être précis et ponctuel. Merci à Jean-Michel Budet pour sa contribution, un psychiatre d'Orier à Marseille depuis 2005, qui nous a envoyé un petit lien. Gauthier, association ITAC, merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois qu'on a beaucoup de retours très positifs. On aura un replay. Cher ami et associé Philippe, merci pour tes éclairages. Philippe est votre interlocuteur, mesdames et messieurs, sur notre expertise là-dessus. Mais rien ne vaut la parole du terrain. Et des gens qui font. Merci encore à Gauthier, merci au docteur Alexandre Fels. Et à très bientôt pour un autre épisode de partage d'expérience organisé par CAISA. Merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.